Bienvenue dans Entre deux obstacles, le podcast qui vous emmène au cœur du monde équestre. Je suis Alice, passionnée d'équitation et cavalière ayant renoué avec sa passion après 20 ans d'arrêt. À travers ce podcast, je partage avec vous mes découvertes, mes apprentissages, mes rencontres et mes réflexions autour de l'univers du cheval. Que vous soyez cavalier débutant, confirmé ou simplement curieux, j'espère que ces échanges vous inspireront. Allez, en selle, c'est parti pour un nouvel épisode d'Entre deux obstacles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux obstacles, le podcast où l'on explore le monde équestre à travers ceux qui le font vivre. Aujourd'hui, nous allons parler comité régional, équitation et diversité. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Emma Kunz, chargée de développement des activités para-équestres au comité régional d'équitation du Grand Est. Bonjour Emma, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Alice. Je vais te poser une question très simple pour commencer. Qui es-tu et comment as-tu découvert l'équitation ? Je m'appelle Emma Kunz, anciennement Sechpin, petite fille et fille d'éleveur de chevaux. Donc je suis née dedans, j'ai toujours connu les chevaux. Au haras d'Elvange, pour ceux qui connaissent. Mon grand-père a mis en place, a construit l'élevage de chevaux. Quand j'étais petite, on avait une quinzaine de poulains par an, tout confondu, des chevaux de selle, des poneys croisés. Enfin, c'était une sacrée usine. Ensuite, mon grand-père m'a appris de l'âge. Nous, on est partis faire nos études, donc on a un petit peu réduit l'élevage. On est passé à 2-3 chevaux par an. Mais du coup, j'ai toujours baigné dans les chevaux depuis toute petite. Donc, je suis cavalière depuis quelques années maintenant. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ton métier ? Alors, j'étais pas du tout destinée bizarrement à travailler avec les chevaux parce que je suis née dedans et pourtant, des fois, on a quelque chose sous les yeux et on se rend pas compte de la valeur que ça a. Clairement, moi, petite, j'ai joué à Alexandra Lederman derrière le PC plutôt que d'aller m'occuper des poneys dehors. Je préférais aller avec mes copines dans le village plutôt que de m'occuper des chevaux. Et donc, j'ai fait des études tout à fait classiques avec absolument aucune ambition dans les chevaux. Je suis partie faire une licence STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives d'abord, avec pour objectif de rentrer à l'armée. Je n'avais pas du tout prévu de bosser avec les chevaux. Moi, je voulais un master et puis passer tout de suite en officier à l'armée et puis pourquoi pas le GIGN. Enfin, j'étais pas du tout dans le rêve de princesse, de petite fille avec des chevaux et des robes. Donc je me suis retrouvée en STAPS et là, il y a eu plutôt un déclic. En fait, le fait de quitter la structure familiale et de voir autre chose avec le sport, les études, et je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir des chevaux comme ça à portée de main et de tout ce qu'on pouvait en faire aussi. Et que c'était pas que le CSO et le club forcément, et qu'il y avait plein de possibilités de travailler avec eux. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai aussi rencontré le public des personnes en situation de handicap. Et là, ça a été un vrai déclic parce que je me suis vraiment dit qu'en fait, moi, j'avais de l'or entre les mains avec les chevaux et que par rapport au public en situation de handicap, c'était une aubaine de savoir autant de choses sur les chevaux et que c'était du gâchis de ne pas mettre mes connaissances en équitation à profit de ce type de public. Donc, j'ai complètement switché à partir de ma deuxième année de fac et je suis partie du coup en master sciences des activités physiques et sportives pour les activités physiques adaptées ce coup-ci, donc purement handicap, bien-être, sport santé. Et puis après seulement, j'ai commencé mon BPGEPS équitation. Donc après toutes les études seulement, je suis partie dans quelque chose de plus équestre pour le BPGEPS équitation. Et après tes études, du coup, quel a été ton premier métier dans le monde de l'équitation ? Alors, après les études, dans le monde de l'équitation, mon tout premier métier que j'ai fait, c'était dans un centre équestre en Moselle-Est profonde, spécialisé dans le handicap. Et là, je suis arrivée en remplacement. Donc, la dirigeante, devait se faire opérer. C'était fin de l'été, il me semble. Elle devait se faire opérer. Et moi, j'avais été recommandée par une personne que j'accueillais un petit peu en privé, on va dire, une amie de la famille, qui m'avait recommandée en me vantant comme quelqu'un, une vraie technicienne du cheval et du handicap. Et donc, je me suis retrouvée propulsée là-dedans avec une demi-journée de formation avec la personne. Et puis, le lendemain, elle se faisait opérer. Moi, je prenais sa place. Sauf que c'était un centre équestre spécialisé. Il y avait du vrai handicap lourd auquel je n'avais pas encore été confrontée avec les chevaux. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain. C'est bien, quand on fait des études, on sait des choses, mais on ne les met pas forcément en pratique. Moi, quand j'ai fait mes études STAPS, à aucun moment j'ai eu à travailler avec des chevaux dans le handicap.
C'était des activités physiques adaptées. Donc, c'était de la marche, c'était du sport en salle, c'était plein de choses. C'était pas de l'équitation. J'ai jamais ramené de chevaux. Et puis, en plus, moi, je travaillais avec un public, plutôt un public toxicologie, alcoolisme, etc. Donc, on était loin quand même du handicap lourd. Donc là, du jour au lendemain, on-off, on finit les études et hop, on se retrouve là-dedans. Et ben, pas le choix, hein, faut y aller parce que les gens ils viennent et ils s'attendent pas à avoir une petite jeune qui sait pas ce qu'on va leur faire. Donc j'ai refait exactement ce qu'elle m'avait montré en une demi-journée, c'est-à-dire quand même mettre des personnes avec des troubles du spectre autistique ou des personnes à mobilité réduite, sourdes, aveugles, de tout, à cheval, enfin à poney parce que c'était des Islandais, à côté de moi à poney, eux à poney. Donc je tiens mon poney, je tiens leur poney en dextre, je tiens la personne aussi pour la sécuriser et on partait en balade 1 heure. Et puis là-haut, le manège, c'était presque pas interdit, mais bon, vraiment, c'est pas très drôle des séances au manège, donc on partait en balade. Et là, ça a été une expérience incroyable parce que je passais quand même de pas du tout d'expérience à des trucs de fou, des trucs que j'ai pu refaire aujourd'hui parce que pas la cavalerie adaptée, pas forcément autant de bénévoles, parce qu'il y avait quand même souvent du monde. Je sais qu'on partait des fois faire des balades, on était 10 Islandais dans le village, donc le bruit des fers, etc. C'était incroyable. Mais voilà, c'était une sacrée expérience et j'ai bossé chez elle jusqu'au Covid. Après, il y a eu le Covid, donc j'ai arrêté ça. Et parallèlement à ça, j'avais commencé aussi à donner les cours pour l'option équitation au lycée agricole de Château-Salins. Donc là, de nouveau, un tout autre public. Alors, désolée pour tous les jeunes qui écoutent, mais en équitation, il y a un brevet qu'on appelle équisocial et qui est lié, qui est plutôt rattaché au handicap social, mais en réalité, c'est juste les jeunes d'aujourd'hui et puis l'humain d'aujourd'hui. Tout ce qui est dans le social, on sait qu'on a quand même beaucoup de travail à faire. Et donc là, c'est un autre versant que j'ai découvert d'un coup, parce qu'encore une fois, c'est différent d'être enseignante d'équitation dans un club avec des jeunes qui viennent parce qu'ils veulent monter, parce que c'est le samedi, parce que c'est vraiment leur passion, et enseignante dans un lycée. Alors j'avais des très bons jeunes, hein, c'était vraiment une super expérience, mais ça restait quand même une option équitation dans le cadre d'un lycée. C'était quand même pas pareil. Et puis c'était une écurie active, donc c'était aussi une autre façon d'avoir des chevaux pour sa cavalerie. C'était pas des chevaux au box. C'était une autre façon de travailler et c'était pas déplaisant. Et en plus, ça faisait bien au niveau de l'horaire, hein, l'option c'était le soir et le mercredi, et puis chez l'autre personne, pour les personnes en situation de handicap, c'était le week-end, donc ça se complétait bien. Et ensuite, j'ai repris la présidence d'un centre équestre à Folquemont. Donc mon grand-père était président jusqu'à au moins ses 80 ou 85 ans, je dirais. Et donc j'ai repris la présidence et j'ai commencé à travailler là-bas avec l'enseignante qui était déjà sur place, avec comme objectif de rénover la structure pour en faire un centre spécialisé dans le handicap. Donc pas que handicap, parce qu'il faut quand même que les chevaux travaillent entre guillemets normalement. Si on fait que du handicap, on en parlera plus tard, mais enfin il faut quand même penser au bien-être des chevaux, et juste du handicap, c'est pas bon non plus pour eux. Donc il y avait quand même une petite partie école d'équitation. On allait jusqu'au niveau 5, on n'avait pas trop de la place ni la cavalerie pour faire plus. En même temps, c'était très bien. Donc, j'ai récupéré ça. Les locaux étaient à la collectivité, donc à la communauté de communes. Nous, on était en location. Et puis, au bout d'un moment, ça s'est fermé. Il a fallu vendre la structure. Donc, l'association que je présidais, du coup, avait l'opportunité de racheter. Honnêtement, au même moment, mon emploi actuel s'est présenté à moi. Et j'ai vu ça comme un clin d'œil du destin, parce que c'était énormément cher de racheter. Il n'y avait pas moyen de loger sur place, donc ceux qui ont des structures savent que c'est difficile d'avoir une structure et de pas vivre sur place. Parallèlement, j'avais des projets perso, on venait de terminer une rénovation de maison, donc est-ce qu'on est prêt à repartir dans une rénovation de centre équestre à 20 minutes de la maison qu'on vient de rénover, de laquelle on n'a absolument pas profité? Et puis ce poste qui m'est tombé dessus, donc voilà, j'ai saisi ma chance, on va dire, et puis j'ai switché de métier pour être toujours dans l'équitation, mais différemment. Quel est ce poste dont tu nous parles et qui est ton poste actuel? Voilà, donc mon poste actuel aujourd'hui, je suis chargée de développement des activités para-équestres au sein du comité régional d'équitation du Grand Est. Mon rôle premier, on va dire, puisque depuis ça a évolué, ça fait 3 ans maintenant que je travaille pour le comité régional d'équitation du Grand Est. Comme dit ma famille, pour les non-croyants, on dit comme ça, et pour les autres, on peut dire CREJ, ceux qui sont, entre guillemets, pratiquants, équitants et passionnés, on va dire le creux même pour simplifier. Donc ça fait 3 ans, et mon rôle premier était de développer les activités par équestre, comme le dit le nom du poste, donc faire toute action qui est possible pour valoriser et développer l'offre pour les personnes en situation de handicap au sein de centres équestres déjà existants. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail de la diversité, de l'inclusion et du handicap au niveau de l'équitation, est-ce que tu pourrais peut-être juste nous expliquer
quel est le rôle du comité régional d'équitation du Grand Est pour ceux qui n'auraient pas les détails sur son fonctionnement? Alors, le comité régional d'équitation du Grand Est, c'est un organe déconcentré régional de la FFE, donc la Fédération française d'équitation. C'est une association, loi 1901, et en fait, son rôle, c'est de fédérer toutes les structures équestres du Grand Est et de représenter la Fédé au niveau régional. C'est comme le département, il y a le département, la région, la France, etc. Nous, c'est pareil, il y a la FFE, le comité régional d'équitation, et ensuite, il y a tous les comités départementaux, donc un pour chaque département. Donc, elle a plusieurs buts. Donc, je l'ai dit, représenter la FFE, participer à tout ce qui concerne l'équitation, les chevaux dans le Grand Est, développer et promouvoir les activités équestres dans le Grand Est. L'idée, c'est de faire perdurer et de développer les activités de toute nature, donc pas que les activités qu'on connaît le plus en tout cas. De gérer la compétition et les manifestations équestres régionales. Par exemple, on a des championnats régionaux, territoriaux, etc. Ça, c'est pour le creux. D'offrir des formations pro, qu'on appelle pro continu pour les enseignants d'équitation, et de former les officiels de compétition. Il y a d'autres buts et objets de l'association du creux, mais ça, c'est pour les balayer rapidement. Au sein du creux, pour fonctionner, il y a 26 commissions. C'est pour ça que je disais avant, pas forcément des disciplines qu'on connaît tous. Il y a 26 commissions et grosso modo, une commission, on va dire, par discipline. Je dis grosso modo parce que, par exemple, il y a la commission CSO, donc concours de saut d'obstacle, CCE, concours complet d'équitation, dressage, ça, c'est les disciplines qu'on connaît le plus. Mais on a aussi une commission bien-être animal, tir à l'arc, spectacle équestre. Et on a des commissions qu'on connaît beaucoup moins avec des disciplines vraiment émergentes. On a aussi la commission attelage. Enfin, tout le monde peut y retrouver son compte, on va dire, parmi ces 26 commissions qui sont, comme pour le creux, dirigées de nouveau par un président de commission, etc. Et puis des petits groupes de travail qui s'organisent pour mettre en place des activités et puis développer leur offre pour leur équitation. Et au sein de toutes ces commissions, on a la commission Cheval et Diversité, qui a la particularité, du coup, de regrouper toutes les disciplines qu'on veut, tant qu'elles sont adaptées pour les personnes en situation de handicap. Et donc, tu me disais tout à l'heure que tes missions ont un peu évolué depuis que tu es rentrée au creux. Quelles sont tes missions principales actuelles? Si tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais actuellement pour le côté diversité et inclusion dans l'équitation. Alors, mes missions maintenant, oui, elles ont un petit peu évolué. Donc, je suis toujours à fond pour Cheval et Diversité, la plupart du temps. Et j'ai aussi repris la formation des enseignants. Donc, le creux a un organisme de formation qui est certifié Calliope, donc qui permet de bénéficier de financement pour les professionnels. Et on organise du coup les formations pro. Et ça, pour moi, c'est une chance. Enfin, j'ai vraiment de la chance dans ce métier. C'est que ça balaye deux volets que j'adore, c'est-à-dire Cheval et Diversité, puisque par mon parcours, j'ai été attirée par ce public. Et la formation, moi, j'ai toujours aimé me former. J'ai toujours, avant, quand j'étais enseignante, suivi les formations organisées par le creux. J'aime toujours apprendre. J'écoute des podcasts régulièrement sur plein de choses pour apprendre des choses. Je trouve que quand on arrête d'apprendre, on arrête d'évoluer. On se prive de beaucoup trop de choses. Et surtout, dans des domaines comme l'équitation, où on travaille avec du vivant tout le temps, que ce soit équin ou humain. On est tout le temps avec du vivant et on ne peut pas se dire que parce qu'on a eu le BPGEPS en 2020, 2018 ou même avant, on sait tout. Et je trouve que c'est hyper important de continuer de se former parce qu'il y a plein de thématiques, parce que des fois, il y a même des thématiques qui nous bottent pas plus que ça, mais en fait, on était à côté de la plaque et finalement, ça nous convient. Je suis vraiment contente aussi de travailler pour la formation parce que déjà, j'ai aussi ce luxe de pouvoir choisir aussi les formations qu'on organise. Par ma sensibilité sur certains sujets, je peux les mettre en place. Après, voilà, l'idée, c'est que c'est le creux qui organise les formations, donc il faut qu'on convienne à tous. Donc moi, par exemple, je ne suis pas cavalière de CSO et pourtant, on a des formations sur le CSO parce que on sait très bien que le CSO, c'est une grande partie des cavaliers en France et un peu partout. Mais voilà, donc c'est deux volets qui sont très sympas pour moi à développer au sein du creux. Et puis par la formation, je me sers aussi beaucoup de la formation pour développer le handicap, notamment par des formations spécialisées pour les enseignants, parce que comme je disais dans mon parcours, je me suis retrouvée sur de la théorie et paf, d'un coup sur le terrain. Au niveau de la fédération, on a un diplôme qui s'appelle le brevet fédéral d'encadrement. Alors, les brevets fédéraux d'encadrement, c'est des diplômes qui sont réservés aux enseignants, aux personnes qui ont un diplôme déjà d'encadrement de la discipline, pour se spécialiser dans une discipline. Donc, en fait, ça va être un complément de formation sur une thématique. Donc, il y a, par exemple, dans mon cas, Equihandy, donc ce qu'on appelle le BFE Equihandy, équisocial, mais on a aussi entraîneur de sports équestres, hunter, trek, etc. On a des choses beaucoup plus connues.
Et donc, ces brevets fédéraux Equihandi, Equisocial, par exemple, ça vient ajouter une spécificité. Ça reste que 6 jours de formation en plus, donc c'est quand même peu, mais c'est toujours ça de prix. On a 6 jours de théorie et des stages à faire dans des structures qui sont labellisées par la FFE, donc qui sont reconnues comme para-accueillantes et qui peuvent apprendre des choses à leurs élèves. Et ça, c'est quand même à faire si on veut accueillir du public en situation de handicap. Alors, tout enseignant peut accueillir, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que de faire ce diplôme, ça permet quand même, comme je disais, de continuer de se former et puis d'apprendre des choses sur le terrain et de pas se retrouver de tout à rien ou plutôt de rien à tout pour le coup, et d'avoir déjà des billes pour se lancer. Parce qu'il n'y a pas que la prise en compte de la personne, il y a la prise en compte du cheval aussi dans le handicap, qui est très importante. Il y a tout ce qui est l'aspect sécuritaire qu'on oublie des fois un peu. Donc voilà, ces 2 volets, je digresse un peu, mais la formation et le handicap, c'est 2 volets qui se mélangent bien, qui s'entretiennent bien l'un et l'autre. Et en plus, dans mon métier, ça me permet aussi, par la formation, de rencontrer beaucoup de monde. Parce que moi, j'essaye de me déplacer sur chaque formation pour rencontrer les enseignants, pour voir aussi comment se passe la formation, si tout se passe bien, si elles respectent le programme, d'avoir tout de suite le ressenti des apprenants, de voir si ça plaît ou si tout le monde dort, si tout le monde est sur son téléphone, ou alors si c'est interactif, de voir si c'est des formations à reconduire, etc. Et puis moi, de rencontrer les personnes et puis de vendre un petit peu mon chevalet diversité et d'attirer un petit peu de monde dans ce sens. Super. Si tu veux bien, on va peut-être maintenant se concentrer plus sur le côté diversité, inclusion, handicap, parce que je pense que c'est un thème qui est très intéressant, dont on parle peu, dont on entend peu parler au niveau grand public. Et j'aimerais bien du coup qu'on creuse un peu plus ce côté-là, qui pour moi est essentiel. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. C'est très important de pouvoir inclure tout le monde, quels que soient les handicaps au niveau équitation. On parle souvent du fait de faire de l'équitation, que les chevaux ressentent nos émotions. Et je pense que pouvoir permettre à tout le monde d'avoir ce bien-être aussi, d'être avec des chevaux, c'est très, très important. Quand on parle de cheval et diversité, concrètement, de quoi on parle? Alors, c'est un très vaste sujet. Pour être sur le côté très organisationnel, on va dire, cheval et diversité, comme je le disais tout à l'heure, c'est une commission au sein du Creux. La FFE a la même commission. Et dans certains creux, donc nous en Grand Est, on a la chance d'avoir une salariée, donc moi en l'occurrence, pour développer cette thématique. Tous les creux ne l'ont pas, et la différence se fait bien sentir dans les creux qui l'ont pas. Comme je disais, le creux et toutes ces commissions, c'est des bénévoles. Donc forcément, ils font ça à côté de leur métier. C'est pas du tout la même énergie qui peut être déployée que quand on est salarié à temps plein sur la thématique. Donc ça, c'est un gros plus qu'a le creux pour sa commission cheval et diversité. Et ensuite, selon la FFE, et du coup selon le creux, cheval et diversité, ça va regrouper, on va dire, 5 grands volets qu'on va essayer d'éclaircir un peu après. On a tout ce qui est para-équestre. Donc para-équestre, ça va plutôt regrouper ce qui est compétition para-équestre, le para-dressage et le para-attelage. On a un autre gros volet qui est le sport santé et le bien-être. Donc ça, c'est en plein essor. Le sport santé, on y reviendra sans doute après dessus, mais ça a été une des grandes causes nationales. C'est hyper important pour tout le monde. On insiste, on parle de plus en plus sur les bienfaits du sport et des activités physiques. Et nous, pour Cheval et Diversité, c'est hyper important de s'en servir parce que ça nous permet de toucher un public beaucoup plus large que juste, entre guillemets, les personnes en situation de handicap. Sport santé, ça va toucher tout le monde, ça va toucher des personnes en dépression, en décrochage scolaire, qui font de l'asthme. Enfin, on a plein de volets qu'on va pouvoir accueillir avec Sport Santé. Ensuite, on a un autre volet qui est l'équithérapie et l'hypothérapie. Et alors là, on commence à rentrer dans tous les mots qui se mélangent parce que dans Cheval et Diversité, on a plein de mots qui sont utilisés dans tous les sens par tout le monde et puis on ne sait jamais trop à quoi ça correspond. Je reviendrai un petit peu dessus après. Ensuite, on a un volet sur l'accompagnement psychosocial et tout ce qui est équitation adaptée. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on voit le plus souvent finalement dans les centres équestres, l'équitation adaptée, où on adapte juste, c'est pas du tout péjoratif, mais on adapte l'équitation à tout public. Et puis on a un dernier volet qui est un petit peu plus détaché et pourtant qui finira par bien se rattacher à toutes les autres activités, c'est l'équicoaching. Donc l'équicoaching, c'est vraiment ce qu'on connaît tous, ou en tout cas ce qui nous vient en premier lieu en tête, c'est le coaching en entreprise avec les chevaux. Ça va être des séminaires où on fait interagir le cheval pour revoir son management, etc., etc. Mais on a aussi le côté développement personnel. Où ça, on en parle beaucoup du développement personnel pour aller vers un bien-être, pour aller vers de l'acceptation, etc. On peut se servir de l'équicoaching. Et donc cette commission Cheval et Diversité, elle a plusieurs rôles, mais ça rejoint un peu celle du Creux et celle
de la FFE, ça va être de valoriser toutes les activités qui balayent ces 5 volets, de fédérer et de rapprocher les acteurs, parce que c'est une des seules commissions où on essaye de travailler avec tout ce qui est sanitaire et médico-social. L'idée, c'est vraiment de regrouper les deux mondes, et je reviendrai dessus après sur pourquoi l'importance de regrouper les deux mondes quand on expliquera les mots qu'on a dit avant. De développer et d'enrichir l'offre, c'est-à-dire que toute personne doit pouvoir, ou enfin on aimerait que toute personne puisse trouver une activité qui lui corresponde sans qu'elle soit obligée de faire 1 heure et demie de transport en commun ou de transport tout court pour se retrouver dans un club. De structurer et de professionnaliser un petit peu tout ce qui se fait, parce que je pense que si on parle équithérapie, donc j'utilise volontairement le mot là parce que c'est le mot que tout le monde connaît, mais si on parle d'équithérapie, je pense que tout le monde sait ou connaît quelqu'un qui en fait. Et nous, au niveau du CRE, on ne le connaît pas. Parce qu'en fait, il y a énormément de clubs qui accueillent un peu, sans forcément vouloir se catégoriser ou se mettre l'étiquette de para-accueillant, mais en tout cas, ils accueillent. Pourquoi ? Parce que souvent, on accueille hors des périodes où on accueille le public, on va dire. Donc, ça permet de travailler un petit peu les chevaux, d'avoir une petite rentrée d'argent. Et puis, ça permet aussi juste voilà, il y a des personnes qui aiment bien accueillir ce type de public et donc ils accueillent. Mais en tout cas, c'est pas structuré. Et nous, surtout, on le sait pas. Donc, en fait, nous, on peut pas orienter des ESMS, des établissements sanitaires médico-sociaux, dans des clubs. Et ça, c'est dommage parce que nous, notre rôle, ce serait vraiment d'avoir une grosse cartographie de qui fait quoi. Même si le club, je dis n'importe quoi, le club du village qui veut pas accueillir plus parce que il peut pas plus, parce qu'il est pas spécialisé là-dedans, parce qu'il a déjà 2 groupes par semaine et que ça lui suffit. Mais nous, on pourrait savoir juste pour des fois, si vous voulez aller faire une séance ponctuelle, enfin voilà. L'idée, c'est de structurer et de professionnaliser par la professionnalisation, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que la formation, ça se goupille bien avec, c'est de pouvoir former les personnes qui accueillent. Je dis pas que sans formation, on le fait pas bien, parce que on peut être très bien formé et pourtant pas réussir à bien accueillir les gens, et à l'inverse, ne pas être formé, mais avoir ce feeling, avoir ce truc de bienveillance et qui fait qu'on arrive et qu'on sait comment faire. Mais encore une fois, pour des questions de couverture, pas vraiment d'assurance, mais vraiment pour une question de couverture et puis de visibilité, de pouvoir être formé, c'est quand même un plus. Et puis ça peut en plus après amener à des labels fédéraux, etc. Et dernière grosse mission, d'accompagner les acteurs et leurs projets, tout simplement. Quelqu'un qui nous appelle au creux, voilà, moi j'aimerais bien accueillir des personnes en situation de handicap, qu'est-ce que je fais ? Là, ils peuvent se servir, entre guillemets, de moi pour les aider à s'orienter, à savoir par où commencer ou potentiellement trouver des subventions, etc., etc. Très complet du coup comme mission. On voit vraiment que l'entièreté est couverte en fait, même des choses auxquelles on ne penserait pas forcément. Effectivement, avoir une cartographie des clubs qui sont en mesure d'accueillir et d'accompagner les personnes en situation de handicap, c'est vraiment top. Comment aujourd'hui est-ce que ces structures qui accueillent des groupes en situation de handicap, comment est-ce que ça se traduit au niveau du club ? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques, comme tu disais, qui doivent être mises en place ? Est-ce que n'importe quel club avec un accompagnement peut, avec sa structure actuelle, sa cavalerie actuelle, accueillir un groupe ? Comment est-ce qu'on peut devenir accueillant de groupes en situation de handicap ? Tout le monde peut accueillir. À partir du moment où on a un diplôme d'encadrement, on peut accueillir des personnes dans le cadre de l'équitation. Là, on va du coup être sur de l'équitation adaptée. Il n'y a pas besoin d'aménagement spécifique. Alors normalement, si les clubs sont reconnus en tant que ERP, donc établissement recevant du public, depuis quelques années déjà, on devrait tous être en mesure d'accueillir tout type de personnes, même à mobilité réduite. On est loin du compte, donc il y a encore beaucoup de travail à faire, pas que dans l'équitation, bien plus large que ça. Mais n'empêche que n'importe quelle structure, même qui ne pourrait pas accueillir de fauteuil, peut accueillir une personne en situation de handicap. Dans le handicap, c'est tellement vaste. Si on prend juste une personne de malentendante ou de sourde, elle peut aller dans n'importe quelle structure, quasiment. Et encore une fois, l'enseignant qui a une sensibilité peut accueillir. Il n'y a pas besoin de matériel spécifique. C'est encore une fois en fonction de quel public on reçoit. Forcément, plus on reçoit du handicap lourd, plus il faut de l'équipement. Mais si on est sur du handicap, on va dire plutôt léger ou du handicap mental, on n'a pas besoin au final de tant de matériel que ça. Le plus important de toute façon, c'est d'avoir un enseignant qui sait de quoi il parle quand même. Parce que l'idée qu'on aimerait avec le creux, et puis moi personnellement, ce serait donc de réaliser cette grande cartographie, que chaque ESMS puisse trouver son club qui lui correspond, mais surtout qu'un ESMS ne se retrouve pas dans un club qui fait ça par obligation, et du coup les personnes ne vont pas se sentir bien, parce que quand c'est fait par obligation, que c'est entre guillemets juste poser quelqu'un sur un cheval, aller marcher 20 minutes, empocher le chèque,
ils sont handicapés, ils sont pas dupes. Donc l'idée, c'est pas non plus de se faire de l'argent comme ça. Surtout qu'on sait que c'est souvent un coût plus élevé puisque ça demande plus de monde. Souvent, enfin, selon les handicaps, on peut être à 1 pour 1. Donc forcément, pour le club, c'est des coûts supplémentaires. Si en plus on achète du matériel, c'est de l'investissement. Donc c'est des coûts. Donc derrière, il faut vraiment que ce soit bien amené et que vraiment les personnes y trouvent un intérêt. Même si des fois elles viennent juste pour le plaisir, juste pour le plaisir, c'est déjà énorme. Il faut vraiment qu'elles repartent et qu'elles se soient fait plaisir. Et après, en fait, ta question, elle va pouvoir être dupliquée selon chaque volet de Cheval et Diversité. Et c'est là où on rentre dans une certaine complexité et où on a plein de mots qui sont pas souvent bien définis. Par exemple, un enseignant d'équitation peut faire, peu importe la forme, de l'équitation adaptée. Il est enseignant d'équitation, il sait enseigner l'équitation. Il suffit pour lui de l'adapter et il devient un enseignant d'équitation adapté. Moi, forcément, je vais vanter le BFE Equihandi, comme je disais avant, parce que c'est un plus. En plus, ça permet d'être labellisé. Ça permet de rencontrer des expertes fédérales qui, elles, sont à fond dedans tout le temps et du coup, qui vont vraiment amener un plus. Enfin, moi, pour avoir fait la formation, ça m'avait vraiment amené un plus sur le terrain. Donc ça, c'est pour l'équitation adaptée. C'est entre guillemets, on va dire, assez simple à mettre en place. Ensuite, on a les grands mots équithérapie et hypothérapie. Et je dis les grands mots parce que, surtout l'équithérapie, on l'entend partout. Et en fait, il y a très peu de personnes qui font de l'équithérapie. Dans l'équithérapie, il y a bien le mot thérapie. Et je connais, maintenant que je travaille au Creux, je connais très peu de personnes qui ont une double casquette d'enseignant d'équitation et de thérapeute, qui ont un diplôme de thérapeute, que ce soit psychologue, ergo, enfin, on en a très peu. Et pourtant, c'est sûr que ça parle beaucoup plus quand on dit équithérapie, tout le monde voit de quoi on parle, sauf qu'en fait, on parle pas du tout de ça. En équithérapie, on parle vraiment d'un soin. On parle vraiment d'un soin qui va être mental, émotionnel, psychologique. Et c'est là où l'intérêt pour nous est de coupler ça avec les ESMS, les structures, et comme je disais tout à l'heure, de fédérer différents acteurs, c'est-à-dire que ce qui marche le mieux en équithérapie, c'est d'avoir un enseignant d'équitation adapté qui sait qu'avec le cheval, on peut déclencher cette émotion, on peut déclencher ce mouvement, on peut déclencher cette situation, et le thérapeute qui sait interpréter ce qui se passe et qui sait vraiment apporter le côté soin à la séance. Mais voilà, attention à ce mot qui est souvent utilisé dans tous les sens, parce que comme dit, c'est ce qui est le plus représentatif. Mais l'équithérapie, ça relève vraiment du soin avec un thérapeute. L'hypothérapie, c'est toujours du soin, mais c'est plus du soin physique. Ça va plus être kiné et enseignant d'équitation. Ça va vraiment être plus sur une rééducation, sur se servir du cheval. La dyspraxie, par exemple, à serrer les doigts ou à se servir de ses doigts, souvent on se rend compte qu'en mettant une rêne dans les mains, ils serrent la rêne, ils se tiennent. Et souvent, ils la tiennent pas comme nous, on aimerait les cavaliers, donc avec la rêne qui passe sous le petit doigt, qui ressort, le pouce en l'air, etc. Ils les tiennent plus comme des rênes d'attelage. Et souvent, l'enseignant qui n'a pas eu de formation dira « non, c'est pas comme ça qu'on tient les rênes ». Et il va remontrer à chaque fois. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est justement la pince entre l'index et le pouce, et c'est que l'enfant vienne serrer cette pince qui lui sert à attraper les choses au quotidien. C'est tous ces différents métiers qu'il faut qu'il y ait à chaque fois le bon mot d'utiliser avec la bonne formation derrière et les bonnes séances derrière. Maintenant, voilà, l'équithérapie, on en parle souvent parce que, comme dit, c'est ce qui revient le mieux. L'équicoaching, pareil. Souvent, on entend parler d'équicoaching. Si on n'est pas coach de base et si on n'a pas eu une formation là-dedans, c'est compliqué. Pareil par rapport à la formation. Pour tous les volets cheval et diversité, si on n'a pas un minimum de connaissances en éthologie, en connaissance du cheval, en lecture du cheval, on ne sera pas bon dans toutes ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas faire du bien-être à une personne si on ne connaît pas le bien-être de son cheval. Si on fait monter une personne en situation de handicap mais que son cheval pendant 1 heure en souffrance, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Alors ça peut marcher si on vend du rêve ou qu'on meuble bien, mais en tout cas, l'idée n'est pas du tout là. Donc il y a aussi ces formations qu'il faut. Donc je digresse complètement de ta question. Mais voilà, par rapport à comment ça se décrit dans les centres équestres, ça va vraiment être selon ce qu'on accueille, selon ce qu'on veut accueillir. Il y a des structures, comme je disais, qui accueillent 1 ou 2 groupes, et dans ce cas, il y a très peu de matériel. Au final, un centre équestre qui accueille des baby-poneys, qui fait beaucoup de séances de jeux, de pony games, etc., il a tout ce qu'il faut pour accueillir plein de public. Maintenant, un club qui veut vraiment se développer dans l'équitation para-accueillante, et là, il va peut-être falloir qu'on ait des équilèves, des hippolibes, enfin vraiment des choses adaptées, qui du coup demandent beaucoup d'argent, une cavalerie hyper adaptée, et puis des enseignants très formés. Alors peut-être que c'est une question très compliquée à répondre, je ne sais pas du tout. Est-ce que, selon toi et par rapport à ce que tu as pu voir, observer, les chevaux se rendent compte que les personnes sont en situation de handicap? Est-ce qu'ils
ils adaptent peut-être un peu leur façon de faire? Enfin, voilà, c'est peut-être une question très compliquée, je ne sais pas. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est vaste et c'est vaste tout simplement parce que c'est du vivant. Donc ils sont comme nous, ils ont chacun leur tempérament, chacun leur ressenti et on ne peut pas généraliser. Donc on ne peut pas dire telle race elle est hyper bien pour le public en situation de handicap. Faut vraiment tester chaque cheval, chaque équidé avec la situation. Par contre, l'avantage qu'on a dans le cheval et diversité, c'est qu'on peut se servir de toutes les races. Par exemple, un cheval lourd, un cheval de trait où bah, on va pas forcément le choisir pour une écurie de CSO, mais dans le cheval et diversité, ben, ça peut nous servir en attelage, ça peut nous servir à pied, ça peut nous servir monter si on a de quoi mettre les personnes à cheval, parce que c'est une des difficultés, on va dire, dans le choix de la cavalerie, c'est d'avoir des chevaux suffisamment porteurs pour tout public, mais pas non plus trop hauts, parce que nous, il faut qu'on puisse sécuriser la personne, parce que si on a un cheval, voilà, un ardennais d'1,65 m et qu'on fout en plus une personne dessus, pour la sécuriser à bout de bras, ça va devenir compliqué. Donc il faut qu'on arrive à trouver ces chevaux-là. Mais voilà, on peut se servir par exemple du Shetland avec les personnes âgées. Le Shetland, c'est très adapté parce qu'on peut aller se promener en fauteuil, parce qu'on peut aller se promener avec le déambulateur, parce qu'ils sont un peu passe-partout. Donc on peut se servir, on va dire, de toutes les races. Maintenant, par rapport à leur ressenti et par rapport à clairement leur feeling, hein. Moi, quand j'avais ma structure, j'accueillais du public en situation de handicap et j'avais un cheval. C'était une tête de cochon de base, hein, et il aimait bien faire tourner un peu en bourrique les gens, tester un peu les limites. Mais il était gentil. Et une fois, j'ai une personne, un ancien cavalier qui était hémiplégique, donc il avait hémiplégique léger. Donc il avait la moitié du côté légèrement paralysé. Et puis une fois, je lui mets ce cheval, donc il montait lui en cours classique, parce que c'était un ancien cavalier qui avait des bons repères, etc. Et je lui ai mis ce cheval, et ce cheval s'est transformé vraiment rué, etc. Mission, le faire descendre de mon dos. Et puis bon, on n'avait pas trop compris, c'était au printemps, on retournait un peu dehors, on avait une grande carrière de 60 par 60, donc on s'est dit, bon, c'était peut-être un coup de pas de bol pour le cavalier. Et une fois, j'ai testé ce cheval avec un groupe de personnes en situation de handicap, pour le coup des adultes avec un handicap mental, et le cheval était ingérable, complètement ingérable. À l'approche des personnes, vraiment, c'était vraiment plus sécuritaire, donc ce cheval, j'ai pas eu besoin de refaire des séances et j'ai même pas eu envie d'en refaire parce que j'ai pas eu envie de dire il faut qu'il rentre dans le moule et qu'il soit d'accord de porter ces personnes ou d'être avec eux parce que c'est vraiment, enfin, moi je les considère vraiment égales à l'homme. Moi j'ai peur des araignées, c'est pas parce qu'on va me mettre dans une baignoire remplie d'araignées que je finirai par plus en avoir peur. Et il y a des situations qu'on n'aime pas et on se force pas forcément à les revivre jusqu'à ce qu'on les aime. Et c'est pareil pour eux. Moi, j'adore la phrase du cheval parfait existe tant qu'on ne lui demande que ce qu'il peut nous offrir. Et c'est vraiment ça. On ne peut pas demander à tous les chevaux de vouloir, enfin, de pouvoir travailler avec des personnes en situation de handicap. Bah, lui, il faisait très bien son job autre part et bah, c'était très bien et on n'allait pas le forcer là-dessus. Donc, il faut vraiment tous les prendre en compte dans leur individualité. Il faut pas se dire, voilà, tout ce groupe-là, comme ils me font mon baby poney, de toute façon, le handicap, ça ira. On leur demande quand même de beaucoup prendre sur eux. Il y a plusieurs écoles pour travailler avec l'équitation adaptée. Il y a ceux qui vont beaucoup dire, bah, le cheval, il faut pas beaucoup qu'il bouge. Et c'est OK, il y a certaines personnes, on est d'accord, faut pas beaucoup que ça bouge, il y a pas du tout de tonus, il faut que ce soit hyper lent, hyper sécuritaire. Et puis, il y en a d'autres qui vont plutôt se dire, bah, dans ce cas, pour cette personne où il faut que ce soit hyper lent et hyper sécuritaire, bah, on va trouver un cheval hyper lent et hyper sécuritaire. Plutôt que de demander au cheval qui a un pas peut-être qui remue un petit peu. Pour nous, ça paraît rien, hein, mais des fois, juste de se mettre à cru, sans selle, sans rien sur un cheval, on se dit, OK. Et je sais pas pourquoi, dans le handicap, des fois, on se dit, bah, on va tout de suite les mettre à cru, sans selle, sans rien. Alors que même nous, cavaliers, des fois, on se dit, mais ça glisse, c'est pas hyper confort. Donc, des fois, rien que le pas, ça a un mouvement qui, pour nous, paraît anodin parce qu'on a toutes nos capacités et puis en plus, on est cavalière. Mais je veux dire, enfin, faut rien que tester sur nos maris, nos amis qui n'en font pas. Des fois, juste le pas, des fois, juste le fait de se mettre sur le montoir pour monter, c'est hyper impressionnant. Et des fois, on a ce défaut dans l'équitation adaptée de se dire, ben, on va adapter le cheval à la personne, alors que non, il faudrait essayer de trouver vraiment le match parfait. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui le font très bien, de trouver le cheval qui tourne de cette façon, qui a ce mouvement au pas de cette façon et qui fait du bien à telle personne, mais pas à l'autre. Et à l'inverse, des fois, on a besoin de chevaux qui remuent pour calmer, entre guillemets, un peu les gens. On se sert vraiment du cheval, mais il faut s'en servir dans son entièreté. Il ne faut pas vouloir le modifier pour s'en servir. Il faut le prendre comme il est, parce qu'on connaît le cheval, parce qu'on est formé à ça. On sait dire que ce cheval, eh ben, il va nous aider à telle situation. N'importe quoi, par exemple. Des jeunes hyper remuants,
Des fois, plutôt que de leur dire 20 fois de se calmer, mettre un cheval en liberté qui explose, des fois, ils vont se calmer d'eux-mêmes parce que waouh, là, ça fait du bruit, là, ça chahute et faudrait peut-être pas que je me retrouve à la mauvaise place. Il y a plein de choses comme ça qui font que la cavalerie doit être adaptée, mais c'est aussi à l'enseignant de savoir faire les bons choix. Hein, après, c'est sûr qu'on va pas prendre le cheval sorti du parc qui a jamais vu de cavalier pour démarrer, mais faut vraiment que ce soit un bon coup d'œil et une très bonne connaissance de l'enseignant. Et ensuite, il y a quand même un point très important qu'il faut garder en tête, c'est le bien-être animal. Quand on leur fait porter des personnes qui ont pas de tonus, qui souvent ont des forts déséquilibres, pareil, je prends l'exemple d'une personne qui est en fauteuil, qui peut être en coque, qu'on met sur un cheval, qu'on se retrouve des fois à tenir, des fois à être à 2 sur le cheval quand on fait de la monte à 2. Et ben, il faut bien garder en tête que si ce cheval-là ne fait que ça pendant un moment donné de sa vie, forcément, il aura lui aussi des déséquilibres et des douleurs. C'est comme nous, si on portait toute notre vie un sac à dos du même côté. Enfin, quand on va faire les boutiques avec un sac à main, on sent bien qu'à la fin de la journée, on a mal à l'épaule, alors que c'est juste un sac à main. Et ben, faut s'imaginer un cheval qui porte une personne avec 0 tonus. Si c'était toute sa vie du handicap, du handicap, du handicap, au bout d'un moment, voilà, il faut quand même garder en tête que c'est des êtres vivants qui ont une musculature, qui ont toute une chaîne musculaire qu'il faut entretenir. Et c'est pour ça que le fait d'avoir aussi de l'équitation classique à côté, ça fait du bien, parce que ça permet quand même de les entretenir, de les garder vraiment en tant qu'athlètes et de les entretenir musculairement, d'éviter qu'il y ait beaucoup trop de déséquilibre dans tous les sens, et aussi de pouvoir aérer mentalement nos chevaux, émotionnellement, de pas tout le temps avoir des chevaux teints ou alors voilà, qui sont tout le temps dans une ambiance complètement différente de ce qu'est le club ou ne serait-ce qu'une randonnée, une balade. Donc ça, c'est à prendre énormément en compte le bien-être animal, parce que comme je le disais avant, on peut pas faire du bien-être aux humains avec des chevaux qui sont en dessous en souffrance. Par rapport aux séances que tu as pu observer, que tu as pu faire toi-même, quels sont les bénéfices que tu peux observer au niveau des cavaliers en situation de handicap? Est-ce que tu as eu des situations, par exemple, où tu avais un vrai avant-après séance? Alors, ce qui est super avec le handicap et les chevaux, c'est que on ne voit que des situations marquantes, en fait. On se rend compte, on se rend compte de tellement de choses et je pense que tout enseignant devrait essayer une fois de connaître ça parce que ça nous fait complètement changer de vision sur l'équitation, même en général. Il y a entre guillemets que des bénéfices. Parce que moi, par exemple, quand j'avais accueilli une personne qui voulait pas monter. Elle voulait pas. Et les éducs s'étaient mis en tête qu'il fallait qu'elle monte parce que c'était l'activité, donc on va le faire monter. Et il ne voulait pas. On a mis 1 an, allez, un peu moins d'1 an, il y avait les vacances, mais on a mis énormément de séances à le faire traverser l'écurie, sans même regarder les chevaux, juste par des jeux, par d'autres activités au milieu de l'écurie, mais juste parce qu'il y avait les chevaux des 2 côtés. Et il voulait pas. Et cette personne, en fait, ne parlait pas. Elle parlait pas, elle disait rien, elle vivait dans un foyer d'accueil médicalisé, donc c'est infâme, où ils sont souvent nombreux, où ça peut crier parce que c'est du handicap mental, donc il peut y avoir des cris, ça peut être hyper épuisant pour certaines personnes. Et lui, c'était son cas parce qu'il parlait pas, il était tout discret. Et en fait, lui, il vivait sa vie là-dedans sous les commandements, entre guillemets. Parce que c'était, le matin, faut faire ça, le midi, faut faire ça, là, c'était l'activité. Et il faisait tout comme ça sans pouvoir prendre de choix. Et un jour, ça nous avait tous choqués parce qu'on voulait qu'il monte et il nous avait fait non de la tête. Et pour nous, ça paraît rien. Mais lui qui n'avait jamais communiqué en 1 an qu'on l'avait au centre équestre, qu'on avait réussi à lui faire traverser l'écurie et à s'approcher du poney, on lui dit tu veux monter? On s'était dit après tout ça, il va enfin dire oui. Et ben non, il nous avait clairement dit non. Et il avait pris la longe du poney et il était parti marcher avec son poney. D'un point de vue extérieur, ça pourrait presque être un échec parce qu'il n'est jamais monté à poney. Mais en fait, il voulait pas monter à poney. Lui, il avait peur d'être dessus. Et ben là, le jour-là, il nous a clairement fait comprendre non, j'ai pas envie. Par contre, le promener en prenant sa longe et en allant, c'était OK. Et ben ça, c'est une victoire pour des personnes comme ça parce que c'est hyper compliqué de les comprendre. Des fois, on n'a aucune communication verbale. Donc là, le jour-là, on s'était dit, ouais, mais ça, c'est une victoire. Et les éducs, pour le coup, étaient à fond avec moi aussi, de se dire, bah ouais, on a eu quelque chose. C'est pas ce à quoi on s'attendait, c'est pas ce qu'on aurait espéré, mais on a eu quelque chose. On sait que lui, l'équitation, c'est non, on le mettra jamais. Et pour autant, après, il revenait à chaque fois et il repromenait à chaque fois le poney. Il y a plein de bénéfices qui sont pas toujours ceux qu'on croit. Par exemple, là, c'était pas du tout celui qu'on croyait. À côté de ça, moi, j'ai déjà eu des séances où, au tout début de mon métier, là, où ça accueillait vraiment du handicap très lourd, j'avais une ado qui est venue et qui était en coque, donc en fauteuil, en coque, un tonus inexistant. Et elle, on la mettait à cheval.
Donc dans ce centre équestre, elle avait une fosse, donc le poney descendait dans la fosse et du coup on avait le fauteuil qui restait à plat et donc on pouvait facilement mettre les personnes à cheval, surtout que là c'était un petit gabarit donc c'était pas très lourd. Et on partait se promener et là moi je la tenais et donc j'avais ma main dans le dos pour l'aider, pour la sécuriser et j'avais mal au bras. Elle se mettait en arrière, et vraiment chaque séance, moi j'avais plus de bras, c'était horrible, des crampes et tout. Et puis un jour, je dis: «Oh bah moi j'en peux plus de te tenir, écoute, tant pis quoi, il faut que tu m'aides» et donc j'enlève ma main et elle se retrouve couchée sur le cheval, donc en arrière, vraiment, 0 tonus et puis là, je me dis: «Bon, bah, va falloir que je l'aide à se relever parce que je peux pas la laisser comme ça» et en mettant ma main devant, en attrapant sa main, elle fait le mouvement avec les abdos pour se redresser. Je l'aide, hein, forcément, il y a pas eu non plus un miracle, qui s'est produit, mais en tout cas, elle fait ce mouvement de vouloir se relever. Je l'aide, elle se relève et après ça, je mettais ma main dans son dos pour sécuriser, je la tenais plus. Et en fait, c'était très drôle parce qu'après, l'enseignante m'avait dit: «Oui, bah, elle sait très bien y faire». En fait, elle a pas de tonus, c'est très dur pour elle de tenir un cheval. Ça lui demandait un vrai effort, mais par contre, ça restait une ado. Puis si on la tenait, ben, pourquoi je fais l'effort? Et alors qu'il y avait, pareil, aucune communication, rien, c'était impossible de le savoir si j'avais pas testé en enlevant ma main et en disant: «Bah, maintenant, moi j'en peux plus, faut que tu te débrouilles». Bah, je la tenais encore et puis j'avais encore des crampes au bras. Alors qu'en fait, elle, ben, c'était, voilà, toute sa vie, ben, en coque, toute sa vie l'habitude, entre guillemets, «de rien faire», hein, c'est un peu cru dit comme ça. Et là, le fait de tester et ben, elle se tenait. Alors au bout d'un moment, forcément, ça fatiguait. Encore une fois, il y a pas de miracle. Ça fatiguait, il fallait beaucoup plus l'aider, mais n'empêche que, voilà, ça c'est aussi une séance où je me suis dit: «Ah ouais, mais il y a vraiment un truc» et alors que quand on voit la personne arriver en fauteuil, on se dit: «C'est impossible, jamais on la mettra à cheval». Donc ça, c'est sur des séances de handicap, vraiment lourds. Mais après, on a aussi tellement de séances d'handicap, beaucoup plus légers, d'handicap qu'on appelle aussi d'handicap social. Par exemple, tout récemment, là, on organise des journées, portes ouvertes et Cliandi. On a eu, des seniors qui sont venus avec une personne qui était très, très fermée. «Ah, je suis pas contente d'être là, moi, c'était l'heure qu'à-sieste, je voulais vraiment pas venir» et cetera. On l'a emmenée faire une balade en calèche. Les 15 minutes derrière, elle était rayonnante, elle était souriante et on n'a rien fait entre guillemets, on a juste été en calèche et on lui a apporté du bien-être à l'instant T et elle était après, à caresser les chevaux et cetera. Enfin, il y a eu 15 minutes de bonheur intense. Bon après c'était une personne âgée qui avait de la démence donc elle a très vite oublié ce qui s'était passé et puis, mais pendant ces 15 minutes-là, il y a eu vraiment un changement visuel sur son visage. C'était vraiment incroyable. Ouais, c'est impressionnant toutes ces histoires que tu nous racontes. On s'imagine pas le bien-être que ça peut. Enfin, si on s'imagine, parce que même en tant que valide, rien que le fait d'aller aux écuries, moi je vois une vraie différence entre l'avant-après, surtout au niveau mental. Notamment quand j'ai eu une grosse semaine au travail, je me rends compte qu'effectivement, être aux écuries, sans forcément monter, mais juste être aux écuries, avec les chevaux, passer du temps avec eux, ça m'aide beaucoup sur ce côté mental. Voir aussi au niveau physique, du coup, que ça peut aider les personnes en situation de handicap, c'est vraiment impressionnant. Et pour rebondir aussi là-dessus, je disais tout à l'heure, il faudrait que tous les enseignants y goûtent. Bon, moi, je parle pour les enseignants, hein, mais tous les cavaliers, je vous invite à observer ce genre de séance parce que moi, dans ma formation, ça m'a beaucoup déculpabilisée et ça m'a beaucoup fait prendre conscience de la temporalité de chacun et que, tout va toujours trop vite. On est quand même dans un monde où on est, surstimulé entre les écrans, le boulot, le transport, le sport, la vie sociale et cetera. On en a dans tous les sens et le fait de travailler avec ces personnes et d'accepter que chacun a sa temporalité. Par exemple, moi, j'accueillais des personnes, il leur fallait, 1/2 heure pour arriver au bout de l'écurie et d'autres, il leur fallait 30 secondes pour être à cheval et de se dire: «OK, ben, on est tous différents et on n'avance pas tous pareil» et c'est OK, en fait. On n'a pas besoin de tous travailler au même niveau et dans l'équitation, on n'a pas besoin de tous avoir les mêmes objectifs. Je trouve que moi, étant petite, j'étais pas beaucoup dans les clubs et en ayant fait mon BPGEPS, c'est ce qui m'a le plus, incommodée en tant que cavalière, c'est de se dire qu'on doit tous être pareils en tant qu'enseignant. On doit tous, faire du CSO, gagner des épreuves, sauter des grosses barres et cetera. Alors que non, on est tous différents, même dans le côté professionnel, on a tous une approche différente et c'est vraiment de prendre chaque personne dans son entièreté et d'être OK avec le fait de prendre son temps. Et comme tu disais, le soir, on arrive aux écuries, ça fait du bien, mais il faut en avoir conscience que ça fait du bien. Parce que des fois, on arrive, moi la première, hein, il y a encore 5 ans, je montais à cheval et je regardais mon téléphone dès que je marchais. Maintenant, je vais à cheval, je coupe tout, je coupe la montre, je coupe le téléphone et je suis à cheval. Et on me dérange pas quand je suis à cheval. Mais en tout cas, on profite de l'instant T. C'est en plus beaucoup mieux pour les chevaux parce que on est avec eux, on est vraiment attentif à eux et si déjà on prend le temps de se mettre sur leur dos,
bah, c'est au moins pour être avec eux. Moi, mon cheval perso, de toute façon, quand j'étais sur mon téléphone, c'était les pires années de notre couple parce que c'est là où il était odieux. Et en fait, je pense que c'était son moyen de me reconnecter. Parce qu'au moins, quand il me secouait, eh ben, je pouvais pas regarder mon téléphone. Je pouvais pas, j'étais pleinement là. Et maintenant que je suis pleinement là, ça se passe beaucoup mieux parce qu'en fait, ben, on profite. Il y a plus, en fait, on se met pas sur leur dos avec en plus de la charge qu'on a nous. Et ça, c'est vraiment, tout à l'heure, on parlait des chevaux qui ressentent nos émotions. C'est un vrai truc. Les chevaux ressentent vraiment nos émotions. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus pour le fait qu'ils ressentent vraiment chimiquement, ils ressentent les émotions. Et les personnes en situation de handicap, souvent les chevaux, on voit des chevaux plus apaisés. Par exemple, on prend des fois le poney de club qui est un peu speed, etc. Puis on se dit, ah, mais avec les personnes là, ils bougent pas, ils les zen. Mais parce que les personnes là, elles attendent rien en fait. Elles viennent juste profiter de leur instant. Elles se disent pas, ben dans 2 heures, il faut que je saute 1 mètre avec ce poney, ou il faut que je sois la meilleure au trot enlevé, ou il faut que je regarde sur quel pied. Juste, ils viennent et ils profitent. Et ils profitent de l'instant T parce que eux, ils se rendent vraiment compte, ou en tout cas, c'est vraiment une chance d'être là. C'est pas, ça devient pas une obligation le soir parce qu'on s'était inscrit il y a une semaine. Enfin voilà, c'est vraiment un truc où il faudrait qu'on soit tous capables d'observer, ne serait-ce qu'une séance, et de voir comment ça se passe et d'accepter que ça puisse être lent, que ça puisse prendre son temps et que c'est ok pour les personnes, que finalement c'est ok pour les chevaux aussi. Et que voilà, ça sert à rien de se mettre la pression et que de toute façon, avec de la pression, quand on travaille avec ce public-là, avec de la pression, on n'arrive à rien de toute façon. Et est-ce que tu peux peut-être nous décrire, alors je sais qu'il n'y a pas de séance type, mais un peu le déroulement d'une séance justement quand on accueille un public en situation de handicap. Est-ce que selon les handicaps, selon les groupes, on part plutôt sur du jeu, plutôt sur de l'approche pour les personnes qui n'auraient jamais été dans une écurie, tout ce travail, juste comme tu nous expliquais, traverser l'écurie, approcher des animaux. Est-ce qu'il y a un peu un plan type, entre guillemets, qu'on peut apprendre quand on fait les formations et qu'après, bien entendu, on adapte en fonction du public et des écuries? Et ben, ça revient en plus sur ce que je viens de dire par rapport au fait d'observer ces séances et que tout le monde est différent et que la temporalité, etc., c'est qu'il n'y a pas de plan type. Chacun fait vraiment comme il veut, le tout, et ça, c'est pour ça que moi j'aime bien vraiment le terme équitation adaptée, le tout c'est de s'adapter à la personne. Chaque enseignant va forcément avoir sa sensibilité pour une approche. Ça, c'est pareil dans toute équitation. On a tous une sensibilité pour quelque chose, plus que pour une autre. Et ensuite, il y a des enseignants qui vont valoriser certaines choses et d'autres complètement à l'opposé. C'est pour ça qu'il faut que chaque SMS trouve aussi la structure qui lui correspond. Alors, et c'est, je pense, la question la plus dure que tu me poses depuis le début, c'est que selon la discipline qu'on propose, parce que tous les clubs qui accueillent ne proposent pas la même discipline, il y en a qui font énormément de randonnée, d'autres qui vont faire beaucoup plus du jeu en manège, d'autres qui vont faire de l'attelage, d'autres de l'éthologie. Il y a déjà ça qui rentre en compte. Selon la discipline, ce sera pas la même approche. Selon le handicap, c'est pas la même approche non plus. On a des personnes qui vont être hypertoniques. Alors moi, j'aime bien dire qu'il faut quand même garder ce temps de pensage. Alors, je mets des guillemets avec mes doigts pour pensage, parce que selon les handicaps, c'est pas du pensage. Moi, quand ils arrivaient, qu'il fallait que ça envoie vite parce que c'est des jeunes et que on peut pas les garder immobiles, c'était au moins penser avec la main, caresser, comme dire bonjour, se présenter, prendre en considération le poney pour que ça devienne pas un objet. Donc, c'est pas comme si on allait faire du foot, on sort le ballon. Il y a quand même cette notion de responsabilité et de vivant. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de la temporalité de chacun. En fait, il y en a où on va pouvoir prendre le temps de brosser, de faire les sabots, parce qu'il y en a qui sont moins à l'aise à cheval et pour qui faire déjà les sabots, ça va être une victoire. Donc, on va passer plus de temps au pansage. Il y en a d'autres pour qui le pansage, c'est hyper compliqué parce que d'attendre, c'est hyper dur pour eux. Donc, on va accélérer le pansage pour vite aller dans l'activité montée. Parce que l'activité montée aussi les apaise. Hein. L'idée, c'est pas de dire ils sont à fond, donc on les met vite à fond et on fait tout à fond. L'idée, c'est de se dire, ok, les garder arrêtés, c'est très compliqué pour eux. Par contre, une fois qu'ils sont à cheval, que ça commence à marcher, à faire les exercices, ça les apaise. Donc, en fait, on va aller le plus vite possible vers ce qui fait du bien et ce qui amène quelque chose. L'idée, c'est pas de les recevoir pour les contraindre et de les faire rentrer dans un moule. C'est des gens, selon les handicaps, mais si je reprends l'exemple dans les foyers d'accueil médicalisés ou les maisons d'accueil spécialisées, c'est des gens qui sont... Leur vie, elle est déjà régie par des règles et des plannings. Tout est établi du matin jusqu'au soir. Et on passe leur journée à leur dire « mais fais ci, mais fais ça, fais ci, fais ça ». Et à aucun moment, ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent. Donc moi, par exemple, dans mes séances, je vais prendre l'exemple d'une séance au manège, j'avais plusieurs jeux. Et puis, c'était un beau bordel là-dedans, en fait. On faisait ce qu'on voulait, quand on voulait. Donc, nous, on proposait, moi, je proposais le jeu.
ou l'activité, le parcours, etc. Si la personne voulait pas et qu'elle voulait faire autre chose, et ben libre à elle. Et souvent, on a beaucoup de personnes qui voulaient rien faire d'autre que juste marcher et juste se laisser bercer et au calme. Et ça, quand on partait par exemple en balade, je demandais souvent aux éduques de se taire et que juste on n'entende rien d'autre que le bruit des chevaux et le bruit de la forêt. Et pour des personnes qui sont dans des environnements hyper bruyants, hyper stimulants, ils sont tout le temps en hyper-vigilance, etc. Et ben on les voyait à cheval vraiment se poser, plus de bruit et vraiment profiter. Puis on a aussi ce mouvement, ça les cavaliers le connaissent bien, ce mouvement à cheval de bercement comme ça, ce qui fait vraiment du bien et ça, c'était hyper bénéfique pour eux. Donc là, je peux vraiment pas répondre à ta question. Ça va vraiment être en fonction de chaque enseignant et en fonction de chaque public. Ça va vraiment être eux. C'est le public qui va déterminer la vitesse de la séance. C'est l'enseignant qui va déterminer, on va dire, le corps de la séance selon son approche. Et après, c'est des séances, pour ça que moi, le terme équitation adaptée, je reviens dessus, mais c'est vraiment le terme le plus adapté pour le coup. C'est vraiment des séances qu'on adapte, hein. Des fois, on part sur un truc et puis en arrivant dans le manège ou en balade, non, complètement pas. On change tout, on recommence. Et c'est ce qui est bien dans ce métier, c'est d'être capable de s'adapter pour tout. Et finalement, quand on arrive à s'adapter pour tout pour les personnes en situation de handicap, l'enseignement classique devient beaucoup plus simple. Parce que bah, c'est OK de pas tout de suite réussir les pôles en dedans. OK, comment je peux faire pour adapter mon exercice, pour que ce soit plus compréhensible? Et puis des fois aussi de se dire, je reviens à des choses très simples. Des fois, de se dire, bah, à cheval, ça passe pas. OK, bah, on va le faire à pied. Puis une fois qu'on l'aura vu à pied, et ben, on repassera à cheval et c'est pas grave. Et travailler avec des personnes en situation de handicap, c'est vraiment ce qui est bénéfique pour l'enseignant, je trouve, de comprendre qu'il y a pas d'urgence dans la vie. Il y a rien qui est urgent et que tout vient, quand on prend le temps, tout vient au bout d'un moment. En fait, un peu les 2 mots-clés, ce serait observation et adaptation. Ouais, je dirais même adaptation. Ouais, quoique observation en premier. Ouais, oui, ce seraient les 2 plus importants. Observation et adaptation. On observe comment la séance se passe, comment les personnes réagissent. On adapte en fonction des handicaps, aussi du ressenti de la monture. Comme on disait tout à l'heure, certains chevaux étaient complètement explosifs, d'autres au contraire beaucoup plus calmes. Donc on observe, on adapte, aussi bien au niveau cavalier que monture pour ces séances. Et on teste. Et ça, c'est vrai que c'est le début, quand on commence à accueillir, on teste beaucoup de choses et c'est hyper important que les professionnels de l'établissement soient impliqués dans l'activité. D'avoir des éducs qui soient impliqués et qui savent nous dire, parce que nous, finalement, on les voit très peu, on va les voir 1 heure quand ça tient 1 heure, sinon c'est 45 minutes, voire 30 minutes. Et c'est d'avoir leur éduc qui nous disent, ah ben, ce matin, il était comme ça au foyer, c'était compliqué de faire ci, de faire ça. Ah ben là, je vois qu'il fait ça, ben c'est vraiment bien aujourd'hui, il a vraiment progressé. Et ça nous permet à nous, enseignants, d'avoir aussi un retour. Et des fois, je prends un exemple au pif, mais des fois, juste de relever la tête pour regarder le cheval, nous, enseignants, on se dit, bah, il était temps, ça fait 15 minutes qu'il est là. En fait, l'éduc va nous dire, bah, depuis ce matin, ça va pas du tout, il est pas du tout présent. Et c'est bien de travailler en équipe. Comme on disait, notre rôle Chevalier Diversité, c'est de fédérer et de travailler en équipe pour avoir vraiment les 2 côtés et vraiment d'avoir une équipe qui travaille pour apporter le plus possible aux personnes. Donc, comme tu disais, c'est observer, adapter et tester. Et pas avoir peur de tester, et de dire, bah, finalement, ça va pas marcher. Ou finalement, ça a marché. Tiens, je m'y attendais pas, mais finalement, ce cheval-là, ça marche bien. Ou tout le temps en respectant la sécurité, bien sûr, hein. Comme dit, on prend pas un poulain pas débourré pour calmer quelqu'un. Mais voilà, de tout le temps, en respectant la sécurité, oser faire des tests et oser découvrir des choses et puis laisser les choses se faire, quoi. Et maintenant, si on peut peut-être relier à nouveau le côté formation des professionnels et équitation adaptée. Tu nous parlais tout à l'heure des formations qui étaient mises en place par le CRE pour les professionnels. Aujourd'hui, j'ai mon centre équestre. Je souhaite me lancer dans l'équitation adaptée pour accueillir des groupes, mais être formée pour ça, pour être sûre de ce que je fais. Qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce qu'il y a des formations que vous proposez qui sont vraiment à 100% dédiées? Est-ce qu'il y a des à côté, des choses qui pourraient m'aider encore plus? Comment est-ce que tu aiderais une personne qui souhaite se lancer là-dedans? Alors, nous, au niveau du CRE, on a plusieurs formations. Donc, ce qu'on appelle, je le disais tout à l'heure, les brevets fédéraux d'encadrement. On en a un équihandi, un équisocial. Alors, l'équihandi, il y a plusieurs volets. Il y a équihandi moteur et sensoriel et l'équihandi mental. Donc, c'est 2 mentions différentes. Donc là, ça apporte de la théorie en salle avec des expertes fédérales. Donc, nos expertes fédérales, on en a 3 dans le Grand Est, on est chanceux. Elles sont reconnues par la FFE et puis elles ont une expérience, c'est des encyclopédies dans le handicap à cheval, on va dire. Donc, c'est encadré par ces personnes et après, il y a des stages.
dans des centres équestres para-accueillants qui ont encore une fois demandé un agrément à la FFE, donc qui attestent qu'ils accueillent correctement et qui peuvent apporter quelque chose aux stagiaires. Donc ça, c'est pour l'équihandi. L'équisocial, on a d'ailleurs une session en cours en ce moment. C'est pour tout ce qui va être plutôt handicap social. Donc ça va être plutôt les jeunes en décrochage scolaire. Beaucoup, par exemple, pour les immigrés en ce moment, les populations un petit peu exclues, on va dire. Les femmes battues. Enfin voilà, on va pas être sur du handicap. C'est du handicap un peu plus subtil. C'est vraiment voilà, burn-out, toutes ces choses-là pour l'équisocial. On a un diplôme qui est en train de sortir, qui est en phase d'expérimentation au niveau de la Fédé, qui est le BFE Sport Santé. Donc là, on espère qu'il va toucher beaucoup de monde parce que le sport santé, c'est hyper important. Moi, je viens de STAPS APA, donc forcément, le sport santé, c'est un gros volet de ma vie et je trouve que c'est hyper important parce que ça pourrait être le médicament numéro 1 et gratuit de tellement de maladies. Enfin, gratuit. Si on arrivait à travailler plus en prévention qu'en curatif, on pourrait quand même faire des miracles par ça. Donc, le sport santé en équitation, c'est puissance 1000 parce que, en fait, le sport santé, c'est pas qu'une fois qu'on est à cheval, c'est quand on brosse son cheval, c'est quand on balaye l'écurie, c'est quand on aide à faire les box, c'est tous les mouvements qu'on fait au centre équestre. Et quand on est au centre équestre, encore une fois, celui qui dit c'est le cheval qui fait tout, je le mets au défi de venir parce que nous, on porte notre selle, on porte notre filet. Pour nous, c'est anodin, mais en fait, c'est tout le temps un mouvement qui engendre une consommation d'énergie et donc c'est une activité physique adaptée. Enfin, pas adaptée pour le coup, c'est une activité physique. Donc c'est hyper propice pour les centres équestres. Donc ce BF-là, il est en phase d'expérimentation, mais dès qu'il sera sorti, je pense que je le mettrai en place directement. Et donc tous ces brevets fédéraux donnent en plus lieu à des labels pour les structures. Ça veut dire qu'un enseignant qui est labellisé équihandi peut demander à la FFE à être labellisé et donc à ressortir parmi les clubs labellisés du Grand Est ou en tout cas de la France en équihandi. Ça, c'est pour les formations diplômantes. Ensuite, là, tout récemment, on a eu une formation de 2 jours sur l'initiation à la médiation avec les équidés. Et c'était une première pour nous parce que c'était une formation ouverte aussi aux professionnels médico-sociaux. Donc nous, habituellement, on fait des formations que pour les enseignants et les professionnels de la filière équestre. Et là, on avait aussi des psychologues, des éduques, on avait vraiment de tout. Et ça a fait une formation hyper riche. On avait 11 apprenants qui ont échangé du coup entre moi qui accueille au centre équestre, moi qui ai les jeunes à la PJJ, enfin... C'était vraiment hyper sympa cette formation. Bon, elle n'est pas certifiante, mais n'empêche que ça permet de créer des liens et ça permet de fédérer les deux différents mondes. Et ensuite, au niveau du creux, on met en place des visios d'information sur des thématiques spéciales en fait. Par exemple, on avait une visio sur les 10, donc les enfants dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, etc., qui vont permettre à des personnes déjà diplômées ou déjà para-accueillantes d'aller encore chercher un peu plus d'infos. Parce que comme dit, quand on est sur le terrain, tout ce qu'on voit sur le terrain, ça peut pas être résumé en 6 jours de formation. Il y a beaucoup trop. Donc l'idée, c'est que derrière, on puisse encore trouver de l'information par des personnes qui sont spécialisées là-dedans et puis de pouvoir avoir des réponses à nos questions. Et là, moi, dans les projets que j'ai aussi en cours, ce serait de faire des journées de regroupement de tous les enseignants diplômés équihandi pour faire des journées avec nos expertes fédérales. Ce serait une journée par an, par exemple, comme une journée de cohésion, mais de pouvoir partager une journée. Parce que quand on fait des formations, on se rend compte que quitter sa structure et aller rencontrer d'autres personnes, ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans telle situation. Ah ouais, toi tu fais comme ça, moi je fais comme ça. Et dans le handicap, ça se prête encore plus parce que voilà, moi j'ai un lève-personne, je m'en sers comme ça. Moi j'en ai pas, j'ai trouvé ça comme, pour adapter. Ce cheval-là qui avait du mal, je l'ai travaillé comme ça. Donc ce serait de pouvoir encore offrir des journées de cohésion qui seraient des mini-formations et avec pourquoi pas à chaque fois une nouvelle discipline. Comment adapter de nouvelles disciplines. Parce qu'actuellement, en compétition, on n'a que le paradressage et le para-attelage. En réalité, l'équifile, ça peut être hyper propice. Le trek aussi, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. C'est juste qu'on n'a pas la délégation pour le faire, donc on ne peut pas le faire. Mais dans les centres équestres, on peut tout faire. Donc ce serait de faire ces choses-là. Et puis pour le dernier côté formation, encore une fois, c'est pas une formation, mais c'est une information. À la fin du mois, le 24 novembre, on a un colloque Cheval et Santé qui a lieu à Tomblaine, qui est sur inscription. Toutes les informations sont sur le site du comité régional d'équitation, où là, on va parler du cheval et de la santé. Donc là, on a des médecins du sport, on a des neuroscientifiques, on a des pédiatres, des orthophonistes, on a plein de beaux mondes qui viennent parler du handicap, de la santé, du cheval et de comment tout ça se met en place pour apporter quelque chose de bien. Donc ça, c'est ouvert à tous. C'est pas de la formation, du coup, c'est une journée d'information, mais c'est vraiment une journée sympa qui permet de rencontrer plein de professionnels, poser plein de questions, qu'on soit accueillant ou non, para-accueillant ou non,
Ça permet vraiment de s'ouvrir l'esprit. Et encore une fois, on est là sur une thématique plus sport santé que handi. Donc ça peut concerner beaucoup de monde. Super. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé le 24 novembre à Tomblaine pour le colloque. Selon toi, quels sont les freins majeurs qu'on a encore dans l'équitation adaptée, dans l'accueil des personnes en situation de handicap au niveau des structures? Je pense le frein numéro 1, ce serait, pour le dire poliment, on va dire, ce serait la peur du public, la méconnaissance du public. Parce que quand on dit handicap, si je vais être péjorative, hein, mais c'est souvent le fauteuil, la personne qui bave, qui parle pas. Enfin, c'est vraiment le handicap lourd, alors que le handicap, ça balaye tellement de choses qu'on peut accueillir vraiment des personnes. Et au final, je pense que beaucoup d'enseignants ont déjà accueilli des personnes en situation de handicap en s'en rendant compte ou non, parce que maintenant, dans le handicap, on a par exemple les enfants 10. Les enfants 10, je suis sûre qu'on va dans n'importe quel centre équestre, dans les cours débutants, on en a un. Là, elle connaît toujours pas sa droite de sa gauche, elle arrive pas à faire une diagonale, machin. Mais des fois, c'est juste qu'il y a un léger handicap et que même les parents ne le savent pas. Enfin, ce qui ferait qu'un centre équestre ne veut pas se catégoriser comme pas accueillant, je pense que c'est de un, peut-être la peur ou la méconnaissance du handicap. Et puis le pas de feeling, hein, faut pas se mentir, il y a des personnes qui ont pas le feeling et c'est OK. Il y a des personnes qui ont pas le feeling avec les enfants, il y a des personnes qui ont pas le feeling avec, je dis n'importe quoi, avec les personnes âgées, c'est OK. C'est comme pour les chevaux, on peut pas forcer les chevaux à travailler avec le handicap, on peut pas forcer les enseignants à travailler avec le handicap non plus, et c'est tout à fait OK. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien réussir à structurer et à cartographier les centres équestres juste pour que les personnes en situation de handicap trouvent le centre équestre qui veut bien l'accueillir. Il faut pas le faire quand on se sent obligé ou faut pas le faire pour combler un trou dans le planning. Il faut vraiment le faire quand on a la vocation ou le feeling de le faire parce que sinon ça n'apporte rien. Donc je pense que ça, c'est le frein numéro 1. Et après, il y a peut-être aussi le frein de se dire, ben, il faut tellement de matériel pour accueillir que moi, je peux pas me le permettre. Alors qu'au final, encore une fois, si on accueille la personne en fauteuil avec un handicap lourd, oui, il va peut-être falloir un lève-personne ou une plateforme ou quelque chose. Mais si on accueille juste le groupe d'enfants d'IME du coin, finalement, si on a des balles, si on a des selles, enfin voilà, des étriers à coque, quelques rênes, si on a même des rênes avec du scotch pour délimiter la taille des rênes, enfin, tout est facilement adaptable, donc c'est jamais des vrais freins qui existent. Puis après, voilà, le seul frein pour moi qui existe et que vraiment on peut pas lever, c'est le manque d'envie, et dans ce cas, c'est OK, chacun fait ce qu'il a bien envie de faire. Donc, on vient de parler des freins, maintenant, parlons qualité. Selon toi, quelles sont les qualités humaines les plus importantes pour pouvoir enseigner aux personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il y a une qualité sans laquelle, toujours selon toi, hein, c'est impossible, on n'y arrivera pas? Alors, impossible, ça n'existe pas, parce qu'on peut tout le temps s'adapter et trouver d'autres choses. Mais je dirais peut-être l'empathie. Le fait de pouvoir se mettre à leur place et de pas deviner pour eux ou de pas faire pour eux, de pas les prendre comme des enfants et de se dire c'est des humains à part entière et de quoi ils auraient envie et d'essayer de se mettre à leur place pour trouver ce qu'ils auraient envie sans non plus décider pour eux. Je reprends l'exemple tout à l'heure de la personne qui voulait pas monter. Combien de fois leurs éduques mais si, tu vas monter, mais si, tu vas monter. Ben non, ils voulaient juste pas monter. Et voilà, de respecter les choix, peut-être l'empathie et puis la bienveillance. Mais ça fait un peu, ça coule de source, la bienveillance. On peut pas accueillir des personnes comme ça si on n'est pas bienveillant. Mais je pense que l'empathie, c'est la numéro 1. La capacité à s'adapter. Allez, les deux ex aequo. Empathie, capacité à s'adapter en top 1. Donc l'adaptation, c'est vraiment le mot-clé dans toute notre discussion aujourd'hui, en fait, que ce soit côté équitation adaptée, l'adaptation des séances et s'adapter soi-même vis-à-vis des personnes qu'on accueille. Et adapter ses choix de cavalerie, adapter ses choix de séance, c'est vraiment de l'équitation adaptée. Pour le coup, ça porte très très bien son... pour ça, on parle beaucoup d'équithérapie parce que c'est très parlant, mais ce serait bien qu'on parle vraiment d'équitation adaptée parce que ça rend beaucoup plus accessible. L'équitation adaptée, c'est vraiment de l'équitation qu'on fait tous dans nos centres équestres, qu'on adapte en fonction du public qu'on accueille. Et c'est ce qu'on fait déjà tous au final quand on a un débutant qui arrive, qui a peur. Tous les enseignants s'adaptent déjà à longueur de journée avec leur public. Donc je pense que c'est vraiment le mot à retenir, c'est l'équitation adaptée. Et comment est-ce que tu vois le futur de l'équitation adaptée? Est-ce que le comité régional a des projets en cours dont tu peux nous parler? Donc on a parlé formation, on a parlé accompagnement des structures qui se lancent dans l'accueil des personnes en situation de handicap. Comment est-ce que tu envisages le futur pour cette discipline et l'accueil des personnes en situation de handicap dans les centres équestres? Pour être positive, ce serait que ça se développe de plus en plus et
Nous, notre priorité, ce serait vraiment de réussir à cartographier et à structurer l'accueil pour que vraiment chaque structure puisse trouver l'accueil le plus proche de chez elle qui lui convienne le mieux. Ce serait évidemment que ça se développe, mais comme je le disais, que ça se développe avec des personnes qui ont vraiment envie que ça se développe. Pas développer juste pour développer, ça sert à rien. Il faut que ce soit bien développé, il faut que ça se fasse bien. Donc voilà, moi, dans le futur, j'aimerais que ça continue comme c'est en train de se faire, hein. Les formations Equiandi, on a quand même à chaque fois une dizaine de personnes d'inscrits, d'enseignants. Donc sur le Grand Est, ça fait quand même pas mal de monde à chaque fois. Donc l'idée, ce serait que ça bouge de plus en plus. Et puis moi, ce serait qu'on puisse ouvrir de plus en plus de disciplines parce que il y a très peu de personnes en situation de handicap qui arrivent dans un centre équestre en disant: «Moi, je vais aller faire du paradressage». Déjà, quand on regarde les cavaliers lambda, c'est pas le dressage qui les attire le plus en premier lieu. Donc une personne en situation de handicap non plus. Le para-attelage, pareil, il faut déjà avoir un club qui fait de l'attelage. Donc ce serait qu'on puisse ouvrir des disciplines beaucoup plus amusantes comme l'équifun, l'équifile, le trek, la voltige, toutes des disciplines qui sont hyper simples en plus à adapter. Voilà, ce serait qu'on puisse avoir des compétitions comme ça et puis qu'on puisse avoir vraiment une mixité des publics parce que on accueille beaucoup, donc selon le handicap, hein, on peut pas les accueillir avec tout le monde. Rien que pour l'aspect sécuritaire, ce serait pas possible. Mais voilà, de pouvoir avoir la FFE avait fait un programme qui s'appelait Cheval et Altérité, avec à la fin du programme, il y avait des défis et c'était des défis en duo où il y avait à chaque fois une personne valide et une personne en situation de handicap et c'était pour des classes Ulysse, donc c'était des enfants. Donc c'était l'idéologie plus tard, ce serait de pouvoir mixer ça et pourquoi pas d'avoir des épreuves, par exemple des ride and run qui pourraient très bien se faire avec une personne valide à pied qui sécurise, une personne en situation de handicap à cheval et puis de faire des choses comme ça où on a vraiment des duos pour favoriser la mixité, l'inclusion et que ce soit beaucoup plus naturel en fait. Pour toujours aller dans ce côté futur développement, quels seraient les leviers, selon toi, qui seraient nécessaires d'avoir encore en plus que ce qu'on a aujourd'hui pour pouvoir accélérer le développement, aider encore plus au développement de l'équitation adaptée? Bah alors, ce serait des leviers financiers. Des leviers financiers, c'est une activité qui coûte cher. Alors, quand c'est un club qui veut vraiment se développer là-dedans, bah, s'il faut qu'il achète, pour le coup, du matériel pour le handicap lourd, tout ce qui va être d'élèves personnes, des choses comme ça qui sont très lourdes à mettre en place financièrement. Une fois qu'on accueille des publics avec un handicap assez marqué, bah, il faut qu'on soit plusieurs. Donc forcément, ça demande plus de coûts aussi pour le club. Donc ce serait quand même des leviers financiers. Nous, au niveau du Creux, on essaye de mettre en place des formes de bons pour que les structures puissent avoir des séances à moindre coût, parce qu'il faut quand même que le club qui accueille puisse vivre de ça, hein. Faut pas, on travaille tous pour gagner de l'argent à un moment donné. Mais voilà, on sait que les ESMS et toutes ces structures-là sont des structures qui ont de moins en moins d'argent, comme tout le monde. Le sport a de moins en moins d'argent aussi. Donc, c'est d'essayer de trouver des leviers financiers qui pourraient aider à accélérer parce que là, en ce moment, on fait les journées Equiandi. Donc, dans chaque département, dans un centre équestre labellisé, on a fait des portes ouvertes pour les personnes en situation de handicap. On a du monde qui vient. Ça, c'est pas le souci. Quand c'est gratuit, ils viennent. Mais le souci, c'est tout le temps derrière de pouvoir pérenniser l'action, d'avoir de l'argent pour payer les séances, pour payer le transport, etc., etc. Donc, je pense que le levier financier serait un des leviers. Si on arrivait à avoir un compte bancaire illimité pour ça, je pense que ça se développerait beaucoup plus vite. Et si maintenant, tu avais une baguette magique, quel est le projet que toi, tu rêverais de mettre en place pour la diversité dans l'équitation? Eh ben, alors avec une baguette magique, moi, si c'était à petite échelle, ce serait de faire un centre équestre adapté, où vraiment toute personne pourrait venir et presque être en autonomie. Mais toute personne, hein, que ça parte de l'enfant à la personne âgée, voilà, que tout soit pensé, que tout soit adapté, que tout soit simple, que les chevaux qu'il y ait un bien-être animal au taquet, etc. Mais à plus large échelle, si c'était pour le Grand Est, ce serait de pouvoir développer comme des consultants qui pourraient se déplacer à long terme dans les structures pour pouvoir les aider directement à se développer chez eux. Ce serait voilà des personnes, si j'avais une baguette magique et puis un portefeuille bien rempli, ce serait voilà vraiment de pouvoir missionner des personnes spécialisées dans des structures qui veulent accueillir et puis de les aider de A à Z. Ah ben voilà, on va faire ça, le planning comme ça, le cheval faut le travailler comme ça, l'équipement on va le faire là, tac. Et puis vraiment d'avoir un accompagnement sur les structures pour les aider au mieux à se lancer et puis pour pouvoir après continuer en autonomie, mais que voilà qu'on ait des personnes qui puissent aller sur toutes les structures qui veulent accueillir, se faire aider. C'est un beau projet. Si maintenant, tu devais résumer en une phrase l'apport du cheval dans l'inclusion et la diversité, que dirais-tu?
Eh ben, ça serait la phrase que j'ai donnée avant. Ce serait que le cheval parfait existe, c'est celui auquel on ne demande que ce qu'il peut nous offrir. Parce que finalement, ça marche bien avec les humains aussi. Parce que c'est vraiment, que ce soit handicap ou non, tout le monde est parfait si on leur demande que ce qu'ils peuvent nous donner. Mais voilà, en fait, si on respecte les personnes, handicap ou non, et les chevaux dans leur entièreté et avec leurs qualités et leurs défauts, et ben, je pense qu'on arrive à avoir de la perfection chez tout le monde. Et pour finir, peut-être, si tu avais un dernier conseil à donner aux jeunes qui souhaitent se lancer dans cette voie, qu'est-ce que tu leur dirais? De se lancer. Juste d'oser se lancer, de lever toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir sur la difficulté, faut se lancer, faut tester. Les premières fois sont jamais simples parce qu'on sait jamais trop comment agir. Si on n'est pas confronté au handicap de base, c'est délicat. On ne sait pas s'il faut leur parler comme à des bébés, comme à des adultes. Enfin, mais c'est de se lancer et c'est d'oser poser des questions aux personnes qu'on connaît qui accueillent, enfin aux enseignants qui accueillent, aux expertes fédérales. Tout le monde est hyper avenant quand même dans Cheval et Diversité. C'est de pas hésiter à passer par moi s'ils ont besoin de trouver des contacts, mais aussi s'ils se lancent et qu'ils veulent accueillir un groupe, qu'ils l'accueillent, mais qu'ils posent des questions aux éducs. Il faut pas qu'ils se sentent bêtes de poser des questions. On est des enseignants d'équitation, on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des médecins, on connaît pas toutes les maladies. Alors il y a plein de bouquins sur les maladies, on peut ChatGPT, Wikipédia, enfin maintenant on peut trouver tout ce qu'on veut. Donc si quelqu'un vous appelle, bah voilà, j'ai des enfants d'IME, on peut très bien demander ChatGPT, c'est quoi des enfants d'IME, quelles caractéristiques, etc. Mais vraiment pas hésiter à poser la question aux éducs, aux ergots qui se déplaceraient, aux psychologues qui se déplaceraient, et de leur dire, bah voilà, de leur dire, je démarre et c'est OK. Et puis, ben, on va tester ça. Est-ce que vous pensez que, ben, on teste, on verra. Moi, de mon côté équitant, je sais que ça peut amener ça. On va voir si de votre côté, ça amène quelque chose aussi. Et comme on le disait avant, observer, adapter et tester. Et puis, de beaucoup parler avec les personnes qui connaissent le handicap parce que nous, on connaît les chevaux, eux connaissent le handicap et on s'apporte mutuellement. Donc, d'oser se lancer et poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez vous lancer. Merci beaucoup Emma pour notre échange aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant comme échange. Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, ils peuvent se rendre sur le site internet du Comité régional d'équitation du Grand Est pour avoir toutes les informations sur ce qui a été mis en place au niveau de l'inclusion et de la diversité, mais aussi pour avoir tes contacts directement. Je les mettrai aussi bien entendu dans la description de l'épisode pour ceux qui seront intéressés. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour développer ce côté équitation adaptée dans votre structure, n'hésitez pas à faire appel à Emma, elle pourra vous renseigner et vous donner tous les conseils dont vous avez besoin. Merci beaucoup Emma. Merci à toi, Alice. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre deux obstacles. J'espère qu'il vous a plu. Pour réagir, poser vos questions ou simplement échanger, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom Entre deux obstacles. Le podcast revient rapidement avec de nouvelles voix, de nouvelles histoires et toujours cette même passion pour les chevaux. À très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos chevaux.